Donc, bonjour, merci de m'accueillir. Donc, je ne vais même pas vous présenter le Céréopa, vous pourrez aller voir sur notre site ce qu'on fait. Sachez juste que nous sommes un bureau d'études qui a été mis en place il y a une cinquantaine d'années par un professeur de zootechnie à AgroParisTech. Nous sommes logés dans les locaux d'AgroParisTech, mais nous sommes tout à fait indépendants. Alors, moi, contrairement à toutes les personnes qui sont intervenues depuis hier matin, je ne vais pas vraiment vous parler beaucoup d'insectes. L'idée, c'est en fait de jouer un petit peu la mouche du coche, voilà, il en fallait une, et de remettre en perspective en fait toute cette quête de protéines alternatives. Tout le monde évoque effectivement la possibilité d'avoir un déficit en protéines à l'horizon 2050 pour nourrir la planète. Il y a beaucoup de prospectives qui ont été faites. Toutes les prospectives, en général, ont été fausses, mais il faut bien avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. Et donc, je voudrais simplement, en fait, qu'on revienne sur cette notion d'indépendance protéique, après laquelle on court tous, savoir si, en fait, on se pose les bonnes questions, peut-être revenir sur quelques idées reçues, et puis terminer, bien sûr, en revenant sur les farines d'insectes et leur contribution, en fait, dans cette démarche. Voilà, donc en fait, mon exposé sera composé de 3 parties. On va revenir sur cette idée d'autosuffisance, parce qu'avant tout, c'est forcément un équilibre entre l'offre et la demande, et il faut voir qu'il y a des incertitudes aussi bien sur l'offre que sur la demande. Ensuite, je reviendrai sur de quoi on parle en fait, de quelles protéines on parle quand on parle d'indépendance protéique. Et puis enfin, on essaiera de voir quelques leviers d'amélioration de cette indépendance protéique, notamment pour les monogastriques, parce que ce que je veux aussi essayer de vous expliquer, c'est qu'on a beaucoup plus de solutions sur les ruminants que sur les monogastriques. Et donc les farines d'insectes s'inscrivent effectivement complètement dans cette démarche d'aller chercher en fait des alternatives sur des espèces autres que les ruminants. Alors, quand on parle d'offres et de demande, en général, on a tendance à nous dire effectivement qu'à un horizon 2050, la demande va dépasser l'offre. En termes de ressources de protéines végétales, vous avez les fourrages, vous avez ce qu'on appelle les aliments concentrés, qui sont des céréales ou des oléagineux, des tourteaux d'oléagineux. Et puis en face, vous avez une demande qui est plurielle. À la fois, vous avez l'alimentation humaine, l'alimentation animale, et puis vous avez aussi des débouchés industriels, qui peuvent être des biocarburants ou d'autres débouchés industriels. Bon. En fait, on prend souvent pour argent comptant un certain nombre de choses, et d'ailleurs on l'a vu dans quelques exposés tout à l'heure, et on prend comme un fait établi, par exemple, que nous serons 9 milliards en 2050. Or aujourd'hui, en fait, il y a plus ou moins 2 milliards d'humains d'incertitude à cet horizon de temps. Et 2 milliards, c'est beaucoup quand on est dans une course entre production et consommation. On parle beaucoup des classes émergentes. Il se trouve qu'aujourd'hui, on les cherche un peu, ces classes émergentes, puisque contrairement à ce qu'on a vécu dans les 30 dernières années, aujourd'hui, on a aujourd'hui en fait une espèce de population mondiale qui commence à ressembler à un sablier, avec de plus en plus d'inégalités, des gens très pauvres et des gens très riches. Et cette classe émergente intermédiaire, elle n'est pas au rendez-vous, pas vraiment. Et donc c'est super important parce qu'on parle de transition alimentaire, notamment en intégrant la possibilité effectivement d'avoir un petit peu plus d'argent à dépenser. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près parce qu'on est parti sur des modèles qui ne seront peut-être pas ceux-là demain. Alors ça, c'est des courbes et des schémas que vous connaissez tous, simplement pour montrer que la pisciculture en fait a déjà pris un peu d'avance par rapport à la volaille et qu'on estime qu'à 2030, on devrait consommer à peu près autant de l'un que de l'autre, mais effectivement avec une progression plus importante sur la volaille dans les prochaines années. Et puis surtout que les flux de produits animaux vont continuer à augmenter. Alors, on parle beaucoup du lait, mais le lait représente finalement très peu en termes de millions de tonnes échangées. C'est de l'eau avant tout, donc on travaille plutôt sur des produits transformés qui sont des poudres et qui sont finalement en tonnage peu volumineux. Mais vous le voyez, effectivement, les poissons, enfin les produits de la pêche, ou, enfin, en tout cas dans les produits piscicoles, pardon, sont amenés à se développer beaucoup, comme la volaille. Alors pourquoi ces flux sont amenés à se développer? On parle beaucoup de local, mais il ne faut pas oublier qu'en 2050, les grandes mégapoles seront des ports. Elles sont déjà, en fait. Aujourd'hui, quand une ville se développe, souvent sur une zone portuaire, et il y a très peu de villes, même en France, qui peuvent être autosuffisantes aujourd'hui. Donc il ne faut pas perdre de vue que nous avons déjà des mégapoles, que ces mégapoles vont croître de façon très importante dans les 40 prochaines années. D'ailleurs, les 3 plus grandes interviendront en Inde, on ne parlera même plus de la Chine. Et que tout ça se branche sur de l'importation portuaire. Donc c'est quelque chose à garder en tête quand on développe des modèles en termes de production animale. C'est vrai qu'aujourd'hui, la durabilité pour nous, c'est du local, mais ces flux sont
je cherche mes mots, mais enfin voilà, ils vont continuer en fait à augmenter de par cette localisation des grandes mégapoles, avec 75% de la population qui pourrait donc vivre dans des villes à l'horizon 2050. Alors, cette demande effectivement qui va forcément évoluer, on ne sait pas effectivement forcément en termes de quantité et de qualité où elle sera, mais elle va forcément nous amener à des modèles de production différents, variés, qu'il ne faut surtout pas opposer. En gros, en fait, il va falloir nourrir les gens qui ont faim et nourrir les gens qui ont le choix. Donc d'un côté, on aura des produits standards et de l'autre, on aura des produits à valeur ajoutée. En face de ça, on a une offre sur laquelle il y a aussi énormément d'incertitudes, ce qui crée la volatilité qu'on connaît aujourd'hui sur les marchés. Alors, en fait, contrairement à ce qu'on pense souvent, on ne manque pas d'eau, on ne manque pas de terres arables, on ne manque pas d'énergie aujourd'hui. Simplement, tout ça est très mal réparti, ce qui explique aussi les flux qui vont continuer à augmenter, donc à la fois de matières premières et de productions animales. Alors, on a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité ajoutée en fait, à ces facteurs de production qui sont liés à l'évolution des changements climatiques, au monde financier et à la géopolitique qui peut rebattre les cartes très, très facilement. Donc en fait, on ne sait pas vraiment quels seront les rendements demain, on ne sait pas combien de superficie en fait, on pourra mettre en culture, et donc finalement, pas vraiment quelles seront les quantités produites et commercialisées, et quelle sera la part des céréales, quelle sera la part des produits riches en protéines, des oléagineux, par exemple. Je vais revenir 2 petites secondes sur un paramètre de production très important. Et donc, je voudrais juste vous parler en 2 minutes du rendement. Il faut voir qu'on a une évolution très importante du rendement et qu'aujourd'hui, on vise en fait encore à l'évolution de ces rendements. Et on se dit qu'avec tout ce qui se passe en termes de numérique, etc., et de révolution, de biotechnologie, on va avancer très vite. Petit rappel, au XIVe siècle, un cultivateur cultivait 1 hectare et produisait 1 tonne de grains environ sur son année, et donc était très lié à l'évolution du climat et des maladies. Aujourd'hui, dans les pays avancés, en fait, 1 à 2% de la population arrive à nourrir l'entière population. Donc vous voyez que en fait, depuis le XIVe siècle, on a multiplié par 3 la population mondiale. Donc, bien sûr qu'on compte sur une augmentation de ces rendements, mais s'il y a bien un secteur dans lequel l'agriculture est un peu au-dessus des autres secteurs en termes de charges, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est une composante indispensable de la performance agricole. Et vous voyez ici l'évolution de la consommation en fait, d'énergie dans le monde agricole en France depuis les années 70, donc ça n'a cessé d'augmenter. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas à quel prix sera l'énergie demain. Alors quand on parle de process très riches en énergie, et c'est le cas par exemple des process au niveau des farines d'insectes par exemple, il faut toujours imaginer quels peuvent être les scénarios à terme et ne pas se limiter à des scénarios un peu complaisants. Là, vous pouvez voir que toutes les prédictions se sont plantées, en fait. Alors, on se dit, mais pourquoi continuer? Alors, il faut absolument faire des scénarios extrêmes, dans un sens ou dans l'autre. Il faut, après, la prospective, c'est effectivement faire des scénarios. Aucun de ces scénarios se réalisera, mais en fait, ça sera un mix de tout ça. Et il faut pouvoir border, en fait, les choses quand vous avez un business model. Même si aujourd'hui, peut-être, vous ne travaillez pas à 30 ans, il faut quand même avoir en tête que l'énergie, ça va rester pour l'agriculture demain un challenge terrible à relever. Voilà. Donc au final, vous avez énormément d'incertitudes. Pour autant, effectivement, le consensus est de dire qu'on va avoir une augmentation de la demande en protéines à la fois végétale et animale. Ici, c'est un travail qui a été réalisé par Terre Innovia, c'est un travail prospectif. Donc il y a 4 scénarios qui ont été analysés, dans lesquels en fait, on avait une augmentation ou une baisse de la consommation de viande, notamment chez les humains. Et on s'aperçoit, alors vous avez donc la hausse entre donc 2013 et 2030, des millions de tonnes, enfin la hausse de la demande en fait, alors en protéines animales, donc c'est en orange, et en protéines végétales, tout ça pour l'alimentation humaine, d'accord ? Et donc vous voyez qu'entre le plus pessimiste et le plus optimiste des scénarios, on passe de 11 à 32 millions de tonnes de protéines animales en plus. Donc on est effectivement malgré tout toujours sur une demande en protéines animales qui augmente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, en termes de démographie, on a une inertie terrible en fait, de cette démographie, et on sait qu'on va continuer quand même à augmenter. Après, voilà, si Google réussit son pari d'augmenter de 20 ans, comme il l'espère, d'ici 2035, l'espérance de vie des humains, je ne suis pas sûre que ça soit dans les scénarios aujourd'hui, mais ça peut être un scénario. Et donc, avec des gens plus âgés sur Terre,
une demande qui en termes qualitatifs pourrait changer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Alors, le travail suivant, c'était de dire comment en fait on transfère cette demande en protéines animales, en protéines végétales, à la fois donc en fourrage, en aliments concentrés et puis donc en protéines végétales qui sont destinées directement à l'alimentation humaine. Donc ici, le petit carré orange en fait se démultiplie, c'est la transformation en fait par l'animal. Et donc vous voyez qu'au final, dans nos scénarios, on est ici sur une demande en augmentation de protéines végétales entre 81 millions de tonnes et 148 millions de tonnes. Simplement pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'après je reviendrai aux perspectives qu'on a sur les farines d'insectes et vous pourrez resituer en fait ce que peut représenter demain le monde des farines d'insectes par rapport à ces millions de tonnes qu'on imagine nécessaires aujourd'hui pour nourrir la planète demain, dans différents scénarios. Alors voilà, donc il y a un certain nombre de gens pessimistes qui vont nous dire que de toute façon on mangera forcément moins de viande parce qu'on ne pourra pas en produire. Et que notamment on pourrait manquer de tourteaux d'oléagineux riches en protéines d'ici l'horizon 2030. Alors c'est des scénarios pessimistes parce qu'ils ne prennent pas en compte l'arrivée de nouvelles matières premières sur le marché. Alors vous avez notamment des drèches d'éthanolerie. Bon, les États-Unis ont été le fer de lance là-dedans. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un maximum, mais on a la Chine et le Brésil qui sont rentrés à fond dans cette transformation de maïs en éthanol, ce qui n'était pas le cas auparavant dans ces pays-là. Donc, ils vont apporter des drèches sur le marché qui seront des concurrents et qui viendront s'ajouter en fait à l'offre en soja. Et puis, vous avez d'autres produits. Ça peut être les algues, ça peut être les farines d'insectes. Tout ça participe en fait à essayer de limiter ce déficit potentiel. Alors, de quoi on parle finalement quand on parle de déficit protéique ? Donc, il y a bien deux choses, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'indépendance protéique au niveau des exploitations, notamment des exploitations laitières ou de bovins viande, ce qui est assez, on va dire que c'est plus facile à faire que quand vous avez des monogastriques à élever, puisque vous avez toujours possibilité de recourir à des fourrages, et justement on travaille beaucoup à générer des fourrages riches en protéines aujourd'hui avec des mélanges de légumineuses. Et puis vous avez, chez les monogastriques, la seule solution, c'est d'aller vers des aliments concentrés, qui sont donnés soit directement à la ferme, soit au travers des aliments industriels. Or aujourd'hui, on est dans une dynamique mondiale qui fait que l'aliment du commerce, donc ce qu'on appellera les aliments composés ici, sont dans une progression constante parce qu'il y a une rationalisation de l'élevage un petit peu partout dans le monde. Et vous voyez que sur les 5 dernières années, on a progressé de 1,6% par an en termes de volume d'aliments pour les animaux, aliments industriels. On a dépassé le milliard de tonnes l'année dernière. On a deux grands acteurs, la Chine qui a dépassé les États-Unis depuis peu, avec, vous voyez, pour la Chine 187 millions de tonnes et pour les États-Unis 170 millions de tonnes. Ensuite, on a le Brésil qui arrive en deuxième position. Et puis, ceux qui sont en train de monter très fortement, c'est l'Inde et la Russie, mais qui sont quand même très loin derrière. Il faut savoir que les États-Unis et la Chine, c'est déjà un tiers en fait, de la production d'aliments composés au niveau mondial. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre, et c'est important, c'est que la majorité des modèles en fait, d'alimentation dans le monde sont basés sur le binôme maïs-soja. Alors la France est une exception avec le blé. On est gros producteur de blé, donc on a un ratio blé-soja qui est très intéressant pour nous et qui permet de mettre moins de soja qu'ailleurs. Mais voilà, on est dans un système aujourd'hui qui appelle du soja. Donc en fait, la farine d'insectes a comme concurrent le tourteau de soja dans un certain nombre d'espèces, notamment monogastriques. Et on va voir que ce n'est pas forcément si évident d'arriver à déloger ce soja. Quand on parle d'indépendance protéique, en fait, chaque pays a effectivement son histoire et l'équilibre entre l'offre et la demande va dépendre déjà en fait, du type de production animale qu'elle produit. Et là, je vous montre simplement que si la Chine et les États-Unis sont à peu près au même niveau, la Chine n'a pas du tout la même demande en protéines concentrées que les États-Unis, déjà par le fait que 16 millions de tonnes sont dédiées à la pisciculture, contre 1 million de tonnes pour les États-Unis. Donc évidemment, aujourd'hui, je ne vous apprends rien, le monde piscicole intéresse énormément tous les acteurs que vous êtes et tout ça se passe essentiellement en Asie. Donc vous avez un certain nombre d'éléments qui vont intervenir dans cette recherche de l'équilibre de votre autosuffisance protéique. C'est bien sûr donc, ce que vous êtes capable de produire, donc ça dépend voilà, d'où vous êtes, le contexte pédoclimatique, les réglementations qui incitent ou pas à produire des protéines, le fourrage disponible, la part de ruminants par rapport à celle de monogastrique, votre expertise en nutrition animale, la comparaison des ratios de prix, des matières premières, etc. Bon, tout ça est assez logique. Et ici, c'est pour vous montrer en fait les résultats d'un premier bilan qui a été fait par l'Union européenne il y a quelques mois, hors fourrage, et qui vous montre en fait le taux
Alors là, c'est ramené en millions de tonnes de protéines, hein, amenées par les différentes matières premières. Et vous voyez qu'on est à peu près autosuffisant sur les céréales, bien sûr, mais que là, effectivement, sur les soja, les tourteaux de soja, nous ne produisons que 5% en fait, de nos besoins en protéines qui sont amenés par le soja et 48% des tourteaux de tournesol. Le reste provient de l'importation. En France, par exemple, on est exportateur net de protéines. Alors on nous dit, mais il faut améliorer l'indépendance protéique française. Bah oui, mais on est exportateur net pourtant. Parce qu'en fait, on exporte beaucoup de protéines sous forme de blé, beaucoup plus que ce qu'on importe en termes de protéines via le tourteau de soja. Donc au final, on est exportateur net de 2 millions de tonnes. Alors on me dirait, mais alors c'est quoi ce discours? Tout simplement parce qu'effectivement, les matières premières ne se valent pas toutes. D'abord en termes de concentration de protéines. Et donc aujourd'hui, effectivement, quand on vous parle de bilan d'autosuffisance protéique, on vous parle des matières premières riches en protéines, c'est-à-dire celles qui ont plus de 15% de protéines. Mais vous le voyez, le soja qui est ici en rouge, finalement, n'a pas l'exclusivité en fait, de cette concentration en protéines. Il y a un tas d'autres matières premières qui peuvent intervenir. Et plus on en a à notre disposition, bien sûr, et plus on a de solutions pour améliorer cette indépendance. Ce taux d'indépendance protéique, en fait, il varie énormément. Ça, c'est assez intéressant. Vous avez ici l'évolution donc du taux d'indépendance en matières premières riches en protéines de la France, en marron, et de l'Europe, en bleu. Alors, c'est intéressant de constater qu'en France, c'est beaucoup plus volatile qu'en Europe, mais aussi parce qu'on a réussi à atteindre des niveaux très importants. Donc, en fait, quand on a une évolution qui est très généralement liée à de la réglementation, eh bien, on a des à-coups qui sont beaucoup plus violents. Et donc, cette volatilité, elle est donc avant tout effectivement liée à des réglementations. Donc, quand vous avez, par exemple, des farines animales qui disparaissent du paysage, comme dans les années 2000, bien sûr, vous avez une dégradation de ce taux d'indépendance protéique. Et puis après, vous avez des réglementations qui vous permettent, notamment au travers des biocarburants, de relancer la production de colza. Et là, on remonte ce taux d'indépendance protéique. Bon, aujourd'hui, on a tendance quand même à voir cet écart entre France et l'Union européenne diminuer un petit peu. Mais je trouve dommage que la France, qui est la meilleure élève de l'Union européenne, finalement ne capitalise pas du tout sur cette image-là. Nous sommes les pays les plus indépendants en termes de protéines et effectivement, aujourd'hui, ce n'est absolument pas un argument marketing. Alors, on l'est d'une part parce qu'on a beaucoup plus de fourrage à notre disposition. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas tant de fabrication à la ferme que ça. Or, la fabrication à la ferme aujourd'hui, c'est souvent à partir de maïs. Et le maïs, je vous l'ai dit, appelle du soja. Donc, nous, on a moins... Et donc, la montée de la FAF est un peu problématique dans le sens où elle nous oblige, malgré tout, à réimporter un peu plus de soja. Et puis enfin, donc du coup, on a beaucoup moins recours à l'alimentation du commerce en France que dans les autres pays européens. Voilà. Alors la France, elle est aussi intéressante dans le sens où elle a réussi un mix tourteau. Vous avez ici la position de la France, donc c'est le deuxième histogramme. Vous voyez en fait qu'il y a un mix assez panacé. Enfin, il y a un mélange en fait entre les tourteaux de soja, les tourteaux de colza et les tourteaux de tournesol. C'est pas bien réparti, mais on va dire qu'en tout cas, on s'adresse vraiment aux trois. Alors que si vous regardez la Hollande ou l'Espagne, vous voyez qu'ils sont monoproduits presque, c'est-à-dire qu'ils sont de toute façon branchés sur l'importation et ils sont effectivement très liés en fait aux tourteaux de soja. Et c'est assez intéressant. Et alors l'Allemagne, c'est un peu différent puisqu'elle produit aussi beaucoup de tourteaux de colza, donc elle est plutôt sur un binôme colza-soja. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire que on est d'autant plus fort en France d'avoir ce taux d'indépendance protéique que nous sommes les plus gros producteurs d'aliments volailles au niveau européen. Or, on le sait, c'est la volaille qui a le plus de mal à se débarrasser du soja. Donc finalement, c'est un peu une épreuve c'est un tour de force de réussir à avoir 45% presque de notre production d'aliments qui est destinée à la volaille et finalement d'avoir un taux d'incorporation finalement du soja aussi bas. Et là encore, je trouve qu'on ne capitalise pas trop sur ça. Donc en fait, finalement, les besoins en protéines dans les aliments du commerce en France, il y a 29% qui est apporté par le tourteau de soja, et les céréales et leurs coproduits en représentent 35%. 35% des besoins en protéines des aliments destinés donc à l'élevage, aliments commerciaux, sont vont chercher leurs protéines d'abord sur les céréales et les coproduits céréaliers. Voilà. Et si vous reprenez en fait la part du soja, c'est vrai que le soja représente chez nous aujourd'hui environ 41% des matières premières riches en protéines qui sont mises en action en fait en alimentation animale. Mais ce taux d'incorporation baisse à 13% si on prend simplement les aliments composés.
des aliments industriels, et redescend à 3% si on prend l'ensemble en fait de la façon dont on alimente notre cheptel français. Donc vous voyez, 3%, c'est quand même très relatif. Donc tout dépend toujours du niveau auquel on se situe. Voilà, et je vais terminer en prenant quelques exemples de leviers pour améliorer cette indépendance protéique, et puis essayer de revenir un petit peu sur le fait de se dire, mais pourquoi aujourd'hui, finalement, quand même, on investit énormément dans cette évolution, dans de ce recours à, en fait, cette volonté d'améliorer notre indépendance protéique, si finalement elle n'est pas si mauvaise que ça. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le soja, il n'est pas là par hasard. Le soja, il a énormément d'avantages. D'abord, il est très disponible, puisque 2 graines oléagineuses sur 3 dans le monde sont du soja. Hein, le tourteau de coton, d'arachide, de colza et tournesol viennent très loin derrière. Qu'ensuite, il est extrêmement bien équilibré en termes d'acides aminés. Hein, c'est un peu ce qui fait son succès. Qu'il a aujourd'hui un ratio de prix, enfin un prix qui est très intéressant, et donc c'est aussi pour ça. Voilà, je me dépêche. On parle beaucoup de la volatilité du tourteau de soja, mais en fait, vous allez voir, là, on a repris la volatilité de certaines matières premières sur le marché français sur les 10 dernières années, et que le tourteau de colza est plus volatile, par exemple, que le tourteau de soja. Il ne faut pas, voilà, et que de toute façon, ce n'est pas n'importe quoi qui va nous sortir en fait du marché mondial. Tous les prix sont indexés sur un marché mondial. Donc, à moins de contractualiser effectivement entre producteurs et éleveurs, on reste sur des niveaux de volatilité qui sont en tout cas à peu près identiques à ce qu'on peut voir même sur des céréales. Voilà, en plus, alors forcément, bien sûr, le soja est intéressant au niveau agronomique, hein, puisque moins d'intrants azotés. Et puis enfin, ce n'est pas parce qu'on diminue nos importations de tourteaux de soja, comme on l'a vu en France, qu'on diminue notre indépendance protéique, puisqu'en fait, on a déshabillé Paul pour habiller Jacques, puisqu'on a importé des tourteaux de tournesol iPro d'Ukraine et de Russie, de mer Noire. Donc en gros, finalement, notre taux d'indépendance protéique n'a pas beaucoup bougé. On l'a un peu amélioré dans certaines filières animales, mais au global, on est resté à peu près au même niveau. Alors il est vrai que le soja a quand même quelques inconvénients. Bon, il a un double handicap, son caractère OGM et puis la déforestation, non pas de l'Amazonie, je le reprécise à chaque fois, mais des cerrados. Voilà, le soja ne pousse pas en Amazonie. Bon. Et ensuite, effectivement, on peut s'inquiéter sur le fait de pouvoir capter cette marchandise sur le marché international, puisque notre part de marché diminue, même si en volume, elle ne diminue pas vraiment. Mais aujourd'hui, on a effectivement des acteurs très importants sur les marchés, qui sont l'Asie et l'Afrique, qui se développent. Et on a aussi une autre crainte, c'est de voir le prix du soja régulièrement augmenter par rapport au prix du blé. Et ça, c'est une tendance de long terme, puisqu'on produit quand même moins dans le monde oléagineux que de céréales. Alors, on a mis en place un certain nombre d'actions, notamment en fait, celle dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la filière de soja de France, qui est intéressante parce que c'est un projet vraiment interprofessionnel, avec un objectif de réduire en fait notre dépendance à l'importation de tourteaux de soja OGM, c'est-à-dire de pouvoir remplacer dans quelques années on importe aujourd'hui 500 000 tonnes environ de tourteaux de soja non OGM. Je pense que la demande va augmenter, mais voilà, il faudrait pouvoir en fait au moins sur cette partie-là être tout à fait autosuffisant. Et puis vous avez la même démarche en Europe avec le Danube Soja, et dans la grande Europe, puisque ça inclut l'Ukraine, avec Europe Soja. On a fait des études au Céréopa aussi pour montrer qu'on peut améliorer notre indépendance protéique si on améliore le taux de protéines des tourteaux de colza. Alors directement en partant d'un blutage en fait sur les tourteaux de colza. On sait aujourd'hui clairement que quels que soient les contextes de prix, on peut effectivement valoriser de 7 ou 8 euros la tonne par point de protéines gagnées sur le tourteau de colza. On peut valoriser ça chez un fabricant d'aliments. Et ce qui est très intéressant en plus, c'est qu'on va gagner en points d'autonomie, et que cette autonomie, en fait, permet aussi de faire des économies. Donc là, on a tout bon. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sûr demain d'avoir encore des tourteaux de colza. Voilà. Tout simplement parce qu'on a une évolution dans les réglementations biocarburants, avec aujourd'hui de nouveau un retour des biodiesels argentins sur le marché, qui fait que déjà des triturateurs nous ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient réduire leur activité et qu'on aurait moins de tourteaux à notre disposition. Donc, à partir du moment où on est sur une demande politique, et notamment c'est le cas des biocarburants, on a toujours effectivement la crainte du jour au lendemain, enfin presque, de voir finalement une ressource ne plus être disponible sur le marché. Alors, je passe très vite sur les acides aminés, avec de plus en plus d'acides aminés qui, eux, vont permettre de diminuer le taux de protéines des aliments, donc ça c'est aussi très intéressant. Et je termine donc par les insectes. Alors effectivement, les insectes ont des avantages. Bon, là, je vais peut-être fâcher quelques personnes parce que je pense aussi qu'ils ont malheureusement quelques inconvénients qui sont sans doute des challenges à relever, mais bon, qu'il ne faut pas éluder.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'argent levé en fait, pour des startups pour travailler là-dessus, en disant qu'on va réussir à nourrir la planète à l'horizon 2050. Moi, j'en suis pas tout à fait sûre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de la protéine, elle est concentrée, elle est digestible, avec des profils d'acides aminés intéressants. Bon, le problème, d'une part, c'est la réglementation qui, effectivement, en Europe, est quand même très difficile à dépasser. Donc depuis 2000, on n'a pas de farine animale. On a effectivement, depuis juillet 2017, la possibilité d'utiliser en poisson cette farine d'insectes. Mais bon, on a cette réglementation. Il va falloir vraiment regarder ce qui se passe au niveau sanitaire. Je ne sais pas si vous avez évoqué le bien-être, mais si on estime que les insectes sont des animaux d'élevage et que demain, sur l'abattage, il va plus falloir les ébouillanter, ça risque peut-être aussi de poser un problème. Il y a aujourd'hui une notion de durabilité qui reste à démontrer. Je ne sais pas où en sont les ACV en fait. À partir du moment où en plus on va travailler sur des substrats qui sont des produits végétaux, on sait que les empreintes en fait c'est sur les productions végétales qu'elles sont les plus fortes. La concurrence qu'il peut y avoir entre les substrats aussi, qui étaient dévolus et qui peuvent faire monter les prix si effectivement il y a plus de demandes sur certains coproduits. Et puis donc aujourd'hui on en est sur des coûts de production qui restent très élevés et qui vont requérir d'arriver à trouver un business model qui va permettre sans doute d'aller chercher de la valeur ajoutée au niveau de la chitine, au niveau de l'huile, pour pouvoir baisser le prix de la farine pour que ça puisse rentrer dans de la formulation pour animaux de rente. Parce que clairement aujourd'hui, enfin on va le voir après, on est très loin du compte si on veut rentrer en volaille en termes de coûts économiques. Et puis, en fait, quand on regarde un petit peu, et j'ai juste, c'est la fin, essayé de reprendre l'ensemble des capacités qui sont actuellement en développement ou qui existent déjà dans le monde entier. Et alors, il paraît que je suis un peu optimiste, mais à l'horizon 2025, j'arrive à un équivalent en termes de tonnes de protéines, à 1,4 million de tonnes de protéines au niveau mondial. Et là, je vous ai juste mis en face où on en est aujourd'hui. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le soja, c'est 100 millions de tonnes. Donc, bien sûr, c'est un élément qui est important, qu'il va falloir regarder. Sans doute qu'il va falloir trouver une valeur à la farine animale qui ne soit pas liée qu'à sa concentration ou qu'à son profil en acides aminés ou même son profil énergétique. Peut-être qu'il y a des qualités particulières en termes de probiotiques, etc., qui vont peut-être lui permettre de rentrer dans certaines formules. Mais je voudrais aussi terminer sur la durabilité, parce que c'était quand même aussi un petit peu le fil conducteur de cette 4e session. On a souvent évoqué le fait que la conversion protéique était très intéressante sur les insectes. Le fait est qu'en termes de durabilité, on avance tous les jours dans notre connaissance et qu'aujourd'hui, quand on regarde notamment cette conversion protéique sur les ruminants, quand on enlève finalement du calcul toutes les protéines qui ne sont pas consommables par l'homme, on arrive finalement à une viande bovine qui a un taux de conversion inférieur à celle des insectes. Parce que ni vous ni moi ne mangerons jamais d'herbe ou quelconque luzerne. Donc voilà, il faut aussi savoir aujourd'hui qu'en termes de durabilité, les choses évoluent beaucoup. Donc pourquoi finalement on veut améliorer notre indépendance protéique au niveau français? D'abord et avant tout pour apporter un soutien à nos filières animales locales, ancrer en fait nos filières dans le territoire, améliorer la durabilité de nos productions et leur traçabilité, c'est vrai, éviter d'importer des choses qui fâchent, et puis sécuriser nos approvisionnements. Voilà, merci. Ce n'est pas ma spécialité, la vente, bien évidemment, mais j'ai entendu des gens qui se positionnaient par rapport aux farines de poisson, et une farine de poisson qui est vendue entre 1000 et maintenant plus proche de $2000 la tonne, ça laisse des marges de manœuvre. Quand je vous entendais dire que ce ne serait pas rentable du tout, si vous substituez à terme à la farine de poisson pour tout ou partie, intuitivement, je me dis qu'il y a une possibilité. La pisciculture, c'est effectivement quelque chose d'intéressant, je pense, pour les farines d'insectes, mais on sait aussi qu'au niveau mondial, globalement, ce n'est pas non plus ce qui représente le plus de volume. Donc le challenge, en fait, aujourd'hui, pour arriver à compenser un déficit possible de protéines à l'horizon 2050, ce n'est pas trop sur la pisciculture, c'est plus, je pense, sur la volaille. Et sur la volaille, je pense qu'on est très loin du compte. Après, en termes de farine de poisson, la farine de poisson, me semble-t-il, va effectivement continuer à augmenter, on est d'accord. Et donc, ça laissera des possibilités à la farine d'insectes de gagner peut-être en valeur. Mais moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on lui trouve une valeur autre que la simple valeur nutritionnelle et qu'elle pourra effectivement peut-être... Mais le problème, c'est d'arriver aujourd'hui à chiffrer et de caractériser en fait l'intérêt en fait de cette farine d'insectes. Une question ? Oui. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, compte tenu
qu'il y a des barrières réglementaires, mais qui sont limitées aux pays du Nord, de les faire sauter, ces barrières réglementaires, en nous donnant les preuves de l'innocuité par rapport aux sous-produits utilisés pour les insectes, pour faire baisser les prix et surtout pour utiliser des matières premières qui ne sont pas des sous-produits, mais qui sont des vrais déchets. Bah, oui, parce que moi je pense qu'en fait, en plus, en termes de distorsion de concurrence, quand on voit que partout ailleurs, dans toutes les... Voilà, on fait ça sur le lisier, sur des détritus, etc. Et moi, ça me... Oui, utiliser des produits céréaliers pour produire des insectes, quelque part, je trouve qu'on perd un petit peu de l'idée qu'on se faisait, en fait, du positionnement, en fait, du produit. Bon, après, je pense que ça va être très compliqué au niveau de la réglementation européenne, mais il faut espérer.